Amélie Veilleux, pédopsychiatre, une maison juste à moi. Dis-moi, Amélie, comment vas-tu? Puis dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. En fait, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que j'enregistre mon premier podcast. Okay. C'est une nouvelle expérience. On aime ça. Et aussi, j'ai la chance de discuter aujourd'hui, d'avoir eu cette belle invitation-là de ta part, de discuter avec un enseignant qui est super passionné puis qui a un intérêt pour le domaine de la pleine conscience, entre autres. Ouais. Donc, ça fait de l'extraordinaire dans ma journée. Ben, moi, ce qui me fait de l'extraordinaire, c'est que présentement, on est dans un café. Comment il s'appelle? Le Blanc? Le Blanc Pur Café. Blanc Pur Café. Puis si vous entendez des bruits de vaisselle, c'est normal. C'est que c'est l'idée d'Amélie qui nous a amenés justement dans cet endroit-là, que ce soit convivial, puis que ce soit éclairé, c'est lumineux, c'est parfait. Fait que merci beaucoup de prendre ce moment-là. De discuter. On a déjà discuté depuis 11h30 ensemble. J'ai appris beaucoup sur toi, puis tu m'as déjà apporté beaucoup de choses sans que tu t'en rendes compte. Fait que j'ai eu beaucoup de crochets de gauche, puis j'ai envie de faire partager ça, ces crochets de gauche, à la communauté qui nous écoute, dans le fond, qui écoute le camp pédagogue. Dis-moi, qui es-tu? Puis explique-moi ton chemin qui t'a amené vers l'écriture d'Une maison juste à moi. Bien, en fait, je suis Amélie Veilleux, je suis pédopsychiatre, donc une médecin qui est spécialisée, si on veut, quand je l'explique aux enfants, je leur explique que je suis un docteur des émotions. Okay. Je suis une médecin spécialisée là, dans les émotions des enfants et des adolescents. Comment le livre est arrivé? Ça a été un processus. Hein? Si on m'avait dit que j'allais écrire un livre sur la pleine conscience un jour, j'aurais jamais cru ça. La pleine conscience, moi, je connais ça juste depuis 2017. Okay. Puis c'est un peu un concours de circonstances. Là. Je suis super curieuse de nature, puis je suis toujours à l'affût là, de ce qui est la littérature scientifique, puis des outils pour me donner des idées avec mes patients sur ce que je peux faire pour les aider puis les amener plus loin. Puis à partir de 2017, il y a comme eu un boom dans la littérature que j'ai perçu là, au sujet de la pleine conscience. Okay. Il y avait vraiment plein de belles évidences scientifiques à ce niveau-là. Puis ça a piqué ma curiosité, puis je me suis dit, je vais l'essayer pour moi, pour voir ce que c'est. Ça n'a pas été un coup de foudre au début, parce que je trouvais ça difficile. J'ai un cerveau assez là, bouillonnant d'idées et d'activités, donc de m'asseoir, puis de prendre le temps d'observer, puis d'écouter mes pensées, puis tout ça. Je trouvais pas ça facile, mais je suis très persévérante, puis j'avais vraiment vu les études. Ça pouvait pas mentir là, quand c'est répliqué par de multiples études. Donc, j'ai persisté. Puis avec le temps, j'ai fini par voir là, de nombreux avantages là, dans ma vie personnelle et professionnelle de ces pratiques-là. Donc, ça a un peu resté comme ça. En 2018, j'ai eu des problèmes de santé importants. C'est un virus qui s'est attaqué à ma glande thyroïde, puis qui a fait des dégâts, qui a fait des dommages. Je me suis retrouvée en arrêt de travail là, plusieurs mois. Un contexte où je me sentais très vulnérable là, parce que je ne pouvais pas travailler. J'avais 2 très jeunes enfants, puis j'avais pas beaucoup d'énergie à leur consacrer. Puis en même temps, il y avait beaucoup d'inquiétudes au sujet de ma santé parce qu'on ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, puis on ne pouvait pas vraiment savoir quand est-ce que j'allais aller mieux, puis on cherchait toutes sortes de choses. Tu sais, les investigations médicales, ça peut être très angoissant. Donc, à ce moment-là, je me suis sentie plus fragile psychologiquement. C'est normal parce que je vivais un grand stresseur, puis j'ai eu besoin de quelque chose à quoi me raccrocher, si on veut. C'est là qu'il y a comme une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau, puis je me suis dit, tous les outils que j'ai appris en pleine conscience, bien là, c'est vraiment le temps de les tester dans le vif de l'action, dans le vif de la tempête. On va voir si ça fonctionne. Puis comme je fais pas les choses à moitié, puis que j'avais pas grand-chose à faire parce que j'étais malade, puis je ne pouvais pas vraiment aller nulle part, j'ai vraiment plongé, puis je me suis mis là-dedans là, tous les jours, là, pendant une longue période de temps, à méditer, mais aussi à apprendre sur la méditation, à lire là-dessus, à vouloir comprendre comment ça fonctionnait. Puis ça m'a porté ces apprentissages-là, puis cette pratique-là. Ça m'a gardé psychologiquement la tête bien en dehors de l'eau. Puis je suis persuadée aussi que ça l'a aidé là, à ce que je guérisse et que je finisse par aller mieux puis réintégrer là, mon milieu de travail. Là. Ça a pris combien de temps, de ta maladie au retour au travail? Il y a eu 7 mois à peu près. Ah, quand même? Oui. Fait que c'était
6 mois d'apprentissage intensif sur la méditation. Oui, ça a été comme je vais utiliser un anglicisme, là, mais on pourrait dire un bootcamp Ouais. de méditation. OK. Un auto-bootcamp. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Puis après ça, ben là, tu en as vécu les bénéfices. Puis là, tu t'es dit, hey, je vais le faire vivre, mettons, à mes patients, c'est ça? Oui, parce que moi, quand je découvre quelque chose d'extraordinaire, il faut que je le partage. Pardon. Puis là, je m'étais dit, en voyant tous les bénéfices que ça m'apportait dans ce que je venais de traverser, je me suis dit, mais ça aurait été quoi ma vie si j'avais appris ça petite? Qu'est-ce qui aurait toutes les choses que j'ai faites qui auraient été peut-être plus simples, moins compliquées? Ou j'avais toujours ça en tête. Donc, je me suis dit, je pense que ce serait un beau cadeau que je pourrais faire à mes propres enfants. Puis à mes patients aussi, parce que je voyais des grands besoins là, de se comprendre, de comprendre c'est quoi une émotion, comment qu'on gère ça, une émotion, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, je me suis mis je trouvais qu'il y avait à chercher des outils pour eux. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose dans la francophonie puis au Québec de disponible. Donc, je me suis mis à développer mes propres petits outils moi-même dans mon bureau puis à les tester sur mes patients puis sur mes enfants aussi à la maison qui ont été... les beaux cobayes. Oui, vraiment beaucoup. C'est correct. Ils ont beaucoup aidé à peaufiner ce travail-là. Et puis là, j'en suis arrivée à certains concepts que j'utilisais puis que je voyais qu'ils fonctionnaient bien auprès de mes patients. Là. OK. Puis là, il est arrivé la pandémie. Oui, la fameuse pandémie. Puis là, cette pandémie-là, dans le fond, t'a fait en sorte que tu te sentais impuissante. Oui. Puis tu as décidé de faire quelque chose de ça. Oui. Puis c'est ton livre. Exactement. Oui. Pendant la pandémie, je me sentais vraiment là, mal pris dans mon bureau avec des listes d'attente de patients qui augmentaient sans cesse. Puis on sentait qu'il y avait beaucoup de souffrance dans la jeunesse. Et puis... parce qu'il y avait plus de jeunes qui allaient moins bien à cause des effets secondaires de la pandémie. Puis aussi, il n'y avait pas beaucoup de professionnels pour aller dans les milieux, pour aider, tout ça. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, là, il faut que je transforme mon impuissance en créativité, parce que ça, c'est un bel outil de résilience. Et c'est là que l'idée d'un livre a germé pour rendre disponible, dans le fond, au plus grand nombre, là, ces outils-là de pleine conscience. Puis tu es une fille extrêmement créative. Je ne sais pas si c'est commun chez les pédopsychiatres, les médecins, mais tu en as fait vraiment quoi d'extraordinaire. Fait que tu as décidé d'élaborer un chemin sur les concepts que tu as imagés, en fait. Fait que peux-tu nous en parler un peu? Je ne sais pas si la caméra veut voir comme il faut. J'imagine que oui. C'est ça, en fait, je suis partie des grands concepts qu'on aborde en méditation pleine conscience. Oui. Je les ai simplifiés, puis j'ai fait des métaphores avec beaucoup pour intéresser les enfants. Le livre s'adresse aux 5 à 12 ans à peu près. Donc, comme par exemple, le premier chapitre, le premier concept qui est enseigné, c'est la respiration, que j'appelle le souffle magique. En fait, c'est la formule magique pour rentrer dans notre maison. Notre maison, c'est notre corps. Il faut aller visiter notre petite maison de temps en temps pour faire l'entretien intérieur. Wow. Dans notre petite maison, on peut rencontrer des émotions, des petites visiteuses qui viennent nous rendre visite. Sont pas méchantes, ils viennent juste nous saluer. Il faut les saluer, nous aussi, parce que si on ne va pas à leur rencontre, bien en fait, ils s'accumulent dans notre maison puis ils peuvent créer du grabuge à la longue. On a des surcharges d'émotions. Qui prennent trop de place puis que tu deviennes cette émotion-là, dans le fond. Exactement. Puis là, on perd le contrôle un petit peu, là, mais ça, c'était là avant, mais on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas accueilli, dans le fond. Fait wow, qu'à un moment intéressant. Et par la suite, on aborde aussi le concept des pensées. Moi, j'explique aux jeunes que dans le fond, ils ont une petite radio dans leur tête que j'appelle radio ego. Ça, c'est nos pensées, ça parle sans cesse. Mais on n'est pas obligé de tout croire ça. Là. Ça, c'est pas nous. C'est juste des pensées. On a le pouvoir de choisir, dans le fond, ce qu'on garde comme pensée puis ce qu'on rejette. Puis c'est ça, par la suite, ça évolue où j'introduis le concept de l'intuition, de se faire confiance, de se connecter à notre cœur. Quand on est dans notre cœur puis qu'on écoute notre intuition, bien, on est dans notre plein potentiel. Ça, c'est notre trésor. Ça, c'est tous nos talents qu'on a puis qu'on finit jamais de découvrir toute notre vie. Et puis, tu sais, je parle aussi du concept de présence, de s'enraciner. Ça, c'est très utile avec les enfants, notamment qui vivent beaucoup d'anxiété. Et puis, à la fin, là, on va aborder plus le concept de la gratitude, ce que ça peut apporter. C'est quoi la gratitude, puis qu'est-ce que ça peut apporter dans notre vie d'intégrer la gratitude. Et finalement, la compassion pour soi, puis pour les autres, qui est un concept super important, puis qui vient comme chapeauter tous les autres concepts qui ont été enseignés au préalable. Puis tout ça à travers des histoires là,
qui sont faciles à digérer pour les enfants. Dans chaque concept est un chapitre, puis chaque chapitre est divisé en 3. Il y a une section qui explique aux parents, dans le fond, le concept. Parce que le livre est parent-enfant. Il est vraiment à faire en dyade. Il est basé sur la relation parent-enfant. Puis c'est l'outil tremplin là, pour traverser le livre, si on veut. Donc, c'est ça. Il y a la section pour les parents. Ensuite, il y a une histoire qui reprend le concept, mais pour que les enfants puissent l'intégrer, le comprendre. Puis à la fin, il y a le petit bonbon, l'aventure méditative, qui est une petite méditation. Là, que tu as enregistré toi-même. Oui, j'ai enregistré avec un code QR, puis on peut avoir accès. C'est ça. Que les parents peuvent faire en même temps que leur enfant. Donc, c'est comme une activité intéressante aussi, là, parce qu'ils apprennent ensemble, dans le fond. Là. Ce que tu es en train de me dire, puis ce qu'on avait parlé tantôt, quand on a dîné ensemble, de jaser longtemps, finalement, c'est pas juste pour les enfants. Là. Non, c'est pas juste pour les enfants. Tu as découvert avec le temps que ça allait chercher beaucoup aussi les adultes, hein? Oui, bien en fait, au début, quand j'ai commencé à parler de pleine conscience à mes patients puis à leur donner des petites notions ici et là, je travaillais beaucoup à partir de l'enfant seul. Ça fonctionnait bien dans mon bureau, mais un jour, il y a une maman qui m'a dit, puis je raconte cette histoire-là dans mon livre, une maman qui m'a dit, mais docteur Veilleux, ça fonctionne bien dans votre bureau, mais à la maison, ça ne fonctionne plus. Ah bon? Là, il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête, puis je me suis dit, il faut que j'implique les parents. Donc, je me suis mis à intégrer cette maman-là dans les portions d'apprentissage de pleine conscience que je faisais avec sa petite fille, puis à lui montrer pour qu'elle puisse l'accompagner à la maison. Puis c'est là vraiment que ça s'est consolidé. Ça a fait en sorte... Là, ça a fait une petite clé de... Je ne sais pas comment on avait appelé ça tantôt. Une clé de compréhension. Une clé de compréhension. Cette petite patiente-là m'a amené 2 clés de compréhension. Ouais. La première, c'était impliquer le parent, puis travailler à partir du lien parent-enfant. Puis la deuxième, c'est à la fin du suivi, quand la petite patiente allait mieux, puis je lui ai donné congé. La maman est venue me voir pour me remercier, puis elle m'a dit tout bonnement... Docteur Veilleux, je ne sais pas qui de moi ou de ma fille a le plus bénéficié de ces enseignements-là. Là, il y a une deuxième clé de compréhension qui est arrivée puis qui m'a dit, OK, les parents aussi ont besoin d'apprendre ça parce que on n'a pas nécessairement appris, en tout cas, moi, je n'avais pas appris petite comment gérer mes émotions, puis c'était quoi, puis ça fonctionnait comment à l'intérieur de moi. Donc, je pense que les parents ont autant besoin que les enfants d'apprendre ça. Oui. Oui, puis je trouve le parallèle intéressant quand tu parles le côté parent et enfant, parce que moi, dans mon travail d'enseignant, c'est ça essentiellement aussi. Puis j'aime beaucoup aussi le fait de m'approcher le plus possible des parents, parce que j'ai l'impression qu'en étant près d'eux, je comprends mieux l'enfant. Puis j'ai l'impression que mes interventions sont plus justes aussi. Je sais mieux mes interventions, puis je suis moins dans le jugement. Je vois le parallèle, dans le fond, entre le travail d'un pédopsychiatre, puis aussi le travail d'un enseignant. Je pense pas que tous les enseignants font exactement ça, aller vers le parent, mais pour ce qui est de ma part, en tout cas, puis il doit sûrement en avoir d'autres qui écoutent et disent « moi aussi, c'est comme ça », je me suis rendu compte que c'était très payant d'être en communication constante avec le parent. J'imagine que toi, dans ton travail de pédopsychiatre, c'est ça aussi essentiellement que tu fais. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Je ne peux pas aider mon patient si je n'essaye pas d'avoir un lien avec le parent puis de travailler à partir de lui aussi. Okay. C'est comme un travail c'est un réseau, tout ça. Là, hein. Puis le fait, on a parlé en pré-entrevue tantôt, on parlait de laisser de côté son émotivité puis essayer de comprendre l'autre. Puis tu me dis, toi, que pour toi, c'est un puissant connecteur, dans le fond, de se mettre à la place du jeune ou du parent puis d'essayer de comprendre plutôt qu'aller avec ta vérité à toi, là, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis je pense que il y a des écrits là-dessus, mais c'est aussi mon vécu et mon expérience. Je pense que quand on favorise la connexion, dans tous les rôles qu'on a, là, de parents, d'enseignants, de médecins, quand on favorise la connexion avec l'humain qui est devant nous, c'est vraiment là qu'on peut l'amener ailleurs, qu'on peut le faire évoluer, qu'on peut lui apprendre des choses, qu'on peut le faire bouger d'une posture qui n'est pas confortable, si on veut. Hein. Fait que, le livre, c'était un des piliers importants pour moi de tabler, de miser sur la connexion parent-enfant, parce que je sais que si cette connexion-là est solide,
c'est comme ça que ça va faciliter le travail des parents de faire évoluer leur enfant là, pour le mieux. Tu m'as même parlé aussi de la connexion entre un pédopsychiatre et un prof, puis ça m'a allumé, je trouve ça vraiment le fun. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, pour moi, un patient qui est dans mon bureau vient avec une famille. J'appelle ça sa famille, là, mais c'est une famille élargie. Dans le fond, je considère aussi les parents, tous les professionnels ou intervenants qui sont au dossier. Et le professeur aussi, bien entendu, est un élément super important. Donc, moi, j'aime faire équipe avec les enseignants. J'aime ça, discuter avec eux. Souvent, ils ont une vision, ils ont des yeux et des oreilles sur des choses que moi, j'ai pas dans mon bureau. Donc, ils viennent m'amener des clés de compréhension super importantes. Puis j'aime ça cogiter avec eux, puis parler. Là. J'aime ça les inclure dans les plans de traitement. Comme ça, on arrive, je trouve, en équipe à une compréhension vraiment plus globale et complète du patient, parce qu'on le voit dans tous ses aspects. Puis avec les parents aussi, donc on a comme la famille, l'école, les intervenants. Puis là, on arrive ensemble à faire un plan qui fait du sens pour tous, puis qu'on peut travailler au fur et à mesure avec des rétroactions. Moi, c'est mes collaborations les plus satisfaisantes. Là. Y en a-tu beaucoup de collaborations comme ça quand tu parles avec l'enseignant? Y a-tu souvent l'ouverture ou t'arrives-tu d'avoir de la fermeture? Ça m'arrive d'avoir des fermetures. Souvent, mais je le prends pas mal. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est souvent ce que je sens, là, ce que je perçois. On m'a jamais dit ça concrètement, mais plus des enseignants qui sont plus épuisés un peu, là. Puis ça, je peux comprendre tu vis juste, à 350 %. Là, c'est pas que c'est des enseignants qui veulent pas. C'est juste que je pense que des fois, il y en a qui sont en mode économie d'énergie pour sauver leur peau. Là, puis ça, je comprends ça vraiment beaucoup. C'est pas facile dans le réseau de la santé. C'est pas facile dans le réseau de l'éducation non plus. Mais quand j'ai la chance de tomber sur un enseignant qui est intéressé puis qui a de l'énergie, bien là, ça fait des beaux résultats, oui. Bien, surtout que là, moi, pour mon expérience, quand je connecte, j'ai jamais vraiment connecté encore avec un pédopsychiatre ou un médecin. J'ai pas eu cette chance-là de discuter avec un pédopsychiatre. Par contre, je me suis rendu compte qu'en collaborant beaucoup avec le parent, que là, je venais d'économiser un temps fou sur ma gestion. Puis ça a laissé place même pour moi. Ça a amélioré mon leadership de classe. Je devenais plus signifiant parce que j'avais le lien avec le parent. Fait que j'imagine que si, mettons, il y avait en plus cette troisième personne qui est le pédopsychiatre qui vient en ligne de compte, ça pourrait peut-être, à la limite, me permettre de mieux connaître l'enfant, puis peut-être économiser beaucoup d'émotions en arrière sur l'incompréhension. Parce que moi, personnellement, j'ai découvert en faisant la méditation, ce qui me faisait choquer, c'était l'incompréhension. Fait que là, le fait de m'en rendre compte, de dire « je comprends pas », l'angoisse venait. Puis là, d'où vient l'angoisse? Moi, vient le système de contrôle. J'ai un passé militaire. Fait que c'est d'être très factuel, très encadrant. Puis alors, je devrais pas faire ça pantoute. Fait que je me suis rendu compte, par ton partage aussi, ça m'a fait réaliser que la collaboration est vraiment importante. Là. On peut pas passer à côté de ça. On a jasé ensemble de l'évolution, on a partagé là-dessus sur l'évolution mettons, des générations. Moi, ça fait 20 ans j'enseigne, toi, ça fait 10 ans que tu pratiques. Et on a partagé sur est-ce que tu m'avais posé la question, Frédéric, est-ce que tu vois une différence, dans le fond, entre la génération, mettons, les 10 ans avant versus mes 10 dernières années? Puis on est venu même de commun accord pour dire que oui, il y a eu un clash, il y a eu une grosse différence. Puis on a parlé aussi de la pandémie, de l'effet pandémie. Puis je t'ai partagé, dans le fond, ce qui se passe dans le milieu scolaire, que là, c'est comme si on a cette tendance-là. De ce que je vois, je parle juste de mon expérience, c'est peut-être pas comme ça dans toutes les écoles, mais de ce que j'ai vécu comme expérience, c'est OK, la pandémie est finie. OK, maintenant, les enfants, ils ont un retard. Là, il faut mettre beaucoup d'énergie pour let's go, les enfants, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils rattrapent leur retard rapidement. Puis je me dis, wow, c'est un petit peu trop agressif peut-être. L'approche est peut-être un peu trop agressive. Il faudrait peut-être prendre le temps de laisser l'enfant, dans le fond, rattraper son rythme, même au niveau des émotions, l'intelligence émotionnelle, tout le kit. Puis moi, je suis parti avec cette idée-là que, à mon avis, ça va prendre 10 ans avant de retrouver cet équilibre-là. Puis je suis surpris d'entendre que toi aussi, tu es d'accord avec ça. Oui. Puis
c'est corroboré là, dans la littérature quand on regarde des événements marquants ou des choses comme ça, puis on regarde le temps de récupération là, au niveau de la santé mentale, des effets plus psychologiques, des événements forts comme ça. Il faut se donner une bonne braquette de temps. Là, on parle en termes d'années, puis 10 ans, ça serait... Ça serait conservateur, ça, penses-tu? Bien, ça serait une bonne estimation, d'après moi, là, d'après ce que j'ai lu. Là, c'est sûr qu'on n'a rien de béton là-dessus. On ne peut pas prédire l'avenir, là, mais si on regarde les modèles, puis si je me base sur mon expérience, puis mon feeling personnel aussi dans tout ça, là, oui, j'ai l'impression, là, pas pour les adultes, mais pour les enfants qui sont en développement, oui, c'est cette période-là où ils ont vécu des choses quand même assez difficiles, à des périodes assez charnières de leur développement pour la plupart. Oui, oui, ça va prendre du temps, là, récupérer ça. Okay. Puis il faut le faire, faut leur laisser la chance de le faire là, en les accueillant avec compassion, puis en les aidant à reprendre leur souffle un petit peu là, pour commencer. Est-ce que tu as l'impression que les enfants souffrent davantage dans ton milieu? Oui. Moi, dans mon milieu aussi, oui. Cette impression-là. Sans aller dans les détails, peux-tu m'exprimer un peu ta vision des choses? Ben en fait, moi, je pratique depuis 10 ans, ce qui n'est pas nécessairement une longue carrière, mais j'ai vu vraiment une évolution dans mes patients là, dans les 10 dernières années. Même avant la pandémie, il y avait déjà une petite tendance à ce que la détresse soit en accroissement. La pandémie a juste comme fait amplifier ce phénomène-là, si on veut, de façon exponentielle, si on veut, là, à cause qu'il y avait un stresseur aigu. Et oui, ce que je vois beaucoup, c'est des enfants puis des adolescents qui ne sont pas à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Quand ils ont des émotions fortes, la tristesse, la colère, surtout les émotions qu'on dit plus négatives. Là, j'aime pas ça parler de positif ou de négatif parce que toutes les émotions ont leur place. Oui. Mais ces émotions-là qui sont moins confortables, disons, là, ils ont beaucoup de difficultés à y faire face. Ils ne savent pas comment les gérer, puis ils sont beaucoup dans des mécanismes d'évitement par rapport à ces émotions-là. Donc, c'est sûr que quand on vit des grands stresseurs comme une pandémie ou comme toutes sortes de choses au niveau social, puis on n'est pas équipé pour faire face aux émotions que ça nous fait vivre, bien, si on s'appuie sur des mécanismes de compensation qui ne sont pas adaptés, bien, on développe des problématiques. Là, hein. Fait que, tu sais, Peux-tu me parler d'un mécanisme de compensation? Bien, les plus connus, là, bien, naturellement, il y a la consommation de substances qui concerne surtout plus les adolescents, l'alcool, la drogue, tout ça. La sexualité peut être une dépendance, mais ce qu'on voit beaucoup maintenant, même chez les enfants, c'est la dépendance aux écrans. Les écrans, pas que je veux démoniser les écrans parce que je pense qu'ils ont leur place puis il faut évoluer avec notre société aussi, mais je pense que pour un certain type d'enfants, qui ne sont pas équipés pour faire face à leurs émotions, c'est souvent utilisé vraiment comme une soupape d'évitement à ce qui se passe à l'intérieur d'eux puis qui est très, très, très inconfortable. Comme on s'était parlé, c'était un peu comme s'ils s'automédicamentaient par l'écran. Oui, exactement. Autant moi, l'automédication, je connaissais ça versus drogue et alcool avec Jean-Marie Lapointe que j'ai eu en entrevue, il me parlait de ça, de l'automédication. Mais c'est la première fois que je réalise ce concept-là sur l'écran. Oui. Bien, en fait, l'écran, c'est une stimulation pour notre cerveau. Ça nous fait, tu sais, quand on pense aux petites vidéos, les petites vidéos TikTok, les YouTube, tu sais, ça va vite, il y a plein de choses, c'est drôle, c'est stimulant, c'est ça le terme. Ben, ça nous fait sécréter de la dopamine dans notre cerveau, qui est l'hormone du plaisir. C'est la même hormone qui est sécrétée quand on utilise des substances aussi. Là. C'est ce qui fait qu'on... Cigarette. tout ça, tu sais. C'est les circuits de la dopamine, les circuits de la récompense qu'on appelle en neurobiologie. Okay. Donc, c'est ceux-là qui sont activés. Donc, quand tu actives ça beaucoup, bien, ça te procure du plaisir, ça te procure un certain bien-être. Puis, bien, quand ça cesse, bien, tu veux retrouver un peu cet état-là. Hein? Là, tu programmes tes circuits à carburer à la dopamine. Puis après ça, quand tu es dans la vie de tous les jours, bien, c'est un petit peu plate, parce que la vie de tous les jours, c'est un petit peu moins stimulant que ça. Fait que, tu sais, si tu as une détresse intérieure, tu vas rechercher cet état-là. Okay. Donc, c'est là qu'on peut, chez un certain sous-type d'enfants, là, avec certains profils, on peut trouver là, de la dépendance à ce moment-là. Sans nommer de nom,
j'ai vécu des expériences comme ça avec des élèves dans mes classes. J'ai même partagé cette problématique-là avec des parents. Puis sans nécessairement juger, parce que le travail de parent, c'est colossal, je me suis rendu compte au fil des années, pour faire un petit bilan un peu de ce que j'ai déjà vécu, je te dirais les premiers 10 ans versus les derniers 10 ans, on dirait que je remarque j'espère que le terme est juste, mais en tout cas, c'est les mots ont un poids. Hein. Fait que, on dirait que les parents ils sont moins investis dans l'encadrement de l'enfant. C'est ce que je vois, je me trompe peut-être. Je me suis rendu compte qu'il y a, je ne sais pas si le mot est juste désintéressement ou peut-être qu'ils sont surchargés par leur travail, mais c'est l'enfant qui est cop. Puis quand j'ai exprimé, dans le fond, la problématique de la cyberdépendance envers un jeune en question, que c'était vraiment flagrant, que j'ai enlevé l'écran puis il venait de mauvaise humeur, en partageant ça avec le parent disait « Ah oui, c'est pareil chez nous. » Il s'est senti compris, le parent, en disant ça, mais je me suis dit « Oui, mais après, j'ai décidé de laisser faire. » Pourquoi tu as décidé de laisser faire? Parce que c'était trop difficile à gérer. Il venait exécrable à la maison, ça rendait l'ambiance à la maison difficile, fait qu'on a décidé de le laisser parce qu'on juge que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Fait, « Mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? » Est-ce que tu remarques, sans aller dans les détails, est-ce que tu vois ça dans ton milieu, toi aussi? Oui, c'est des choses que je peux observer dans mon travail quand même régulièrement. J'essaie toujours d'aborder ça avec une lunette, comme on parlait tantôt. Là, ça, c'est un beau cadeau d'avoir appris la méditation et tous ces outils-là, avec une lunette assez empathique. Puis, ce que je me rendais compte, puis je pense que c'est devenu encore plus évident pour moi à travers la pandémie, c'est que, bon, j'avais des enfants qui n'allaient pas bien. Puis là, je me retournais vers le parent, puis là, je me rendais compte que le parent, il n'allait pas bien, lui non plus. Tu sais, dans le fond, les parents, ils sont des modèles pour l'enfant. Puis l'enfant va... ça, c'est au niveau de l'évolution là, neurobiologique, là, les enfants se retournent vers leurs parents pour se réguler émotionnellement. Ils vont regarder dans les yeux de leurs parents pour se réguler. Tu sais, le concept, sans aller trop loin là, dans des choses un peu poussées, mais le concept des neurones miroirs, là, où on ressent, on se branche un peu sur l'autre. On fait ça au quotidien dans nos relations, mais l'enfant le fait encore plus parce que lui, il doit apprendre à se réguler dans ses émotions, donc il va se brancher encore plus sur son parent. Si son parent n'est pas disponible parce que son parent est débordé, parce qu'il y a une pandémie, parce qu'il pourrait perdre son travail, parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce que... Le gaz, il coûte plus cher. L'épicerie. L'éco-anxiété, il y en a des sujets là, pour être inquiet en tant que parent là, en 2023. Là. Puis la société va super vite, puis il y a beaucoup de pression au travail, beaucoup de pression partout. Puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est le même phénomène que les enseignants qu'on discutait tantôt, tu sais, les enseignants qui embarquent moins dans la collaboration. C'est qu'à un moment donné, tu entres comme en mécanisme de survie, puis tu fais juste comme t'as l'air un peu blasé, mais c'est juste, t'as plus d'énergie, là, ça fonctionne plus. J'avais beaucoup ce type de parents-là dans mon bureau qui abandonnent un petit peu ou qui achètent la paix, mais parce que lui, il va pas bien non plus. Là. Lui aussi, il a besoin d'un petit kit de survie. Là. Puis c'était un peu l'idée que j'avais en tête en écrivant mon livre, que ça parle aussi aux parents parce que je voulais aider les parents autant que les enfants, parce qu'on baigne tous dans la même soupe puis on a tous un peu ces défis-là à traverser. Là. On s'est parlé en entrevue, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que des choses, tu me dis qu'on s'est dit qu'on se parlerait pas, mais tu sais, je vois plein de portes. Je vais juste te parler de moi de bord, OK? Notre travail de prof est très difficile, de plus en plus difficile. J'ai beaucoup d'enseignants qui abandonnent. Ma femme a décidé d'abandonner. Elle n'enseigne plus, elle a décidé de faire autre chose. Elle est super heureuse. Je retrouve le côté créatif extraordinaire pétillant de ma femme. Que j'avais perdu, mon Dieu, je pourrais dire comme il faut, les 4 dernières années. On avait perdu ça à la maison, c'était difficile. Maintenant, si les gens lisent entre les lignes, ils vont savoir qu'il y a un parallèle aussi ailleurs. Mais dans les services de nos élèves chez nous, là, c'est difficile d'avoir ça. Je suis content que tu sois là, que tu puisses en parler. Tu sais, on a essayé à quelques reprises d'avoir des rendez-vous ensemble. Je vois que tu es hyper chargé, tu es très occupé. Puis en même temps, si je fais le parallèle avec le réseau scolaire, chez nous, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à un psychologue. Très difficile. Pour être tout à fait transparent, lorsqu'un jeune est en difficulté,
on demande l'avis d'un psychologue qu'on a à l'école, puis il n'est même pas capable de le prendre. C'est énorme, là. Parce que ce psychologue-là a un dossier à traiter, il y a une tâche à faire, puis c'est comme si on ajoutait, dans le fond, à la pile, puis il n'est pas capable de le faire. Il y a trop... on dirait que dans nos écoles, les jeunes, depuis la pandémie, tu l'as dit tantôt, mais moi, je mets l'accent là-dessus, il y a encore plus de jeunes qui ont besoin d'aide. Oui. Okay. Comment tu fais, toi, on va parler juste de toi, on ne parlera pas de ton réseau, comment tu fais, toi, pour te sortir de ça? Comment tu fais pour t'en sortir de cette... Est-ce que tu vois ça comme un raz-de-marée de besoins ou... Oui, il y a un raz-de-marée de besoins, puis en fait, j'ai comme juste... tasser mon focus un petit peu. Parce que quand on focus là-dessus, quand je pensais trop à ça, ça me faisait vraiment sentir pas bien. Parce que toute personne qui fait la profession que je fais ou que tu fais, bien, on veut aider, on veut être au service, on veut... Puis là, de voir, tu sais, à quel point, là, tu te dis, mon Dieu, je suis une fourmi dans l'univers, là, avec tout ce qui se passe, là. Là, c'est un peu décourageant. Fait que j'essaie comme de me concentrer sur ce que j'ai devant moi, puis de faire ma petite part en me disant que, dans le fond, c'est un peu... en anglais, ils parlent du ripple effect. Là, tu lances une petite roche dans l'eau puis ça crée des ondes. Effectivement. Là, je me dis, ben moi, je fais mon petit ripple effect à moi là, dans mon bureau, puis en espérant que ça sème des petites graines puis ça fleurisse. Un peu comme une goutte de pluie. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est la façon que j'ai été capable de reformuler ça pour moi, pour pas me laisser envahir, parce que oui, il y a eu des moments où... Mon Dieu, c'était souffrant pour moi de penser qu'il y avait autant de souffrance, puis de travailler comme ça. Puis, tu sais, c'est pas parfait, là. Je me dis pas qu'à tous les instants de ma vie, j'ai réussi à garder ce cap-là, mais quand je perds pied un peu dans tout ça, c'est comme ça que j'arrive à me ramener. C'est-tu facile de perdre pied? Je pense que si on se regarde pas aller, oui. Je pense que la méditation m'a beaucoup, beaucoup solidifié. Hein, le mode observateur, là, qui s'active maintenant... j'ai même plus besoin. Avant, il fallait que je me concentre puis que je me donne un temps dans ma journée pour être en mode auto-observation. Mais maintenant, il s'active pas mal tout seul dans plusieurs situations à force de l'avoir programmé. Le cerveau est neuroplastique. Hein, fait que ça se fait tout seul. Ça l'aide vraiment beaucoup parce qu'on dirait que mon cerveau, maintenant, il sait quand j'ai une émotion, la plupart du temps, pas tout le temps parce qu'il n'y a personne qui est parfait, mon cerveau va prendre un petit pas de recul pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe là, avant d'agir ou de prendre action. Dire, regardons ça. Oui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Prendre un moment là, pour comprendre avant de prendre action, avant de décider ce qu'on fait. C'est super puissant à la longue parce que quand on est dans la réaction, hein, souvent, on ne fait pas toujours... le soir, on pense à ça dans notre lit, on dit j'aurais pas dû faire ça, tout ça. Mais dans le fond, d'avoir ce petit délai-là d'auto-observation, ça nous permet souvent de contourner des écueils. Ça l'a amélioré ta pratique? Ma pratique de mon travail, tu parles? Oui, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. En me rendant plus présente à moi-même, je suis encore plus présente à mes patients. Oh, c'est intéressant. Oui, vraiment, vraiment. Parce que, dans le fond, je remplis ma coupe à moi avant d'aller aider les autres, de un. Puis de deux... le fait d'enraciner cette présence-là dans moi, de comme entraîner mon cerveau à être présent encore plus, quand je suis avec un patient, je suis capable de pas trop me laisser divaguer mon esprit à toutes les autres milliers de choses que j'ai à faire dans cette journée trop chargée, être vraiment comme 100% présente. Puis c'est très, très payant parce que quand on est 100% présent, on est beaucoup plus efficace. Moi, c'était une espèce de mythe que j'avais au début en méditant. Je me disais, quand j'apprenais à méditer, je me disais, j'ai pas le temps, moi. J'ai vraiment pas le temps. Je suis vraiment trop occupée, là. Tu sais, moi, méditer 30 minutes par jour, j'ai pas le temps. Puis, plus je me forçais à avoir cette période-là de méditation, plus je me rendais compte que j'étais plus efficace dans le restant de ma journée. Quand même, hein? Oui, vraiment, là. Fait que là, j'ai brisé ce mythe-là pour moi-même. C'est pas vrai. C'est en prenant le temps de méditer, je sauve du temps dans ma journée. C'est vraiment ça qui s'est passé. Amélie Veilleux, est-ce que tu te considères une personne sportive aussi? Ou Oui, je suis assez active, oui. Fait que ça, c'est aussi peut-être une autre clé, si on veut, là, Tout à fait. Sport? Tout à fait. Okay. C'est super important dans la gestion des émotions, là, de bouger là, aussi. OK. Ventiler. Oui.
Ouais, laisser sortir cette énergie-là. L'émotion, c'est comme une énergie qui nous traverse, dans le fond. Là. Et puis des fois, on a beau l'accueillir, on a beau la comprendre, tout ça, ça reste un peu dans nous. Puis l'activité physique est une super belle soupape pour évacuer ce trop-plein-là. Là. J'ai envie de parler des projets d'Amélie, parce que je vois que tu es une personne hyper créative. Fait que j'aimerais ça savoir, Amélie, si on se projette, mettons, dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Oh là là, quelle question. Là, je suis un peu dans un petit entre-deux, si on veut, un petit vide créatif, parce que j'ai comme beaucoup donné pour le livre. Puis là, le livre est paru, puis je suis comme dans un état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe après? Je laisse aller. Okay. Je laisse aller les opportunités, je laisse aller on va voir. Ma passion d'enseigner la méditation est toujours là. Ah, mais, tu sais, c'est pas concret. J'ai comme des idées qui émergent ici et là dans ma tête, mais il n'y a rien de concret. Puis j'ai eu la chance de me connaître un peu comme dans mon processus de création à travers le livre. Puis je sais que moi, c'est comme ça. Tu sais, il y a des petites idées, là, puis là, j'écris ça à droite et à gauche, puis un matin, je me lève, puis ça se met comme tout ensemble. Fait que là, je suis comme dans cette espèce de vide créatif-là d'entre-deux, puis on va voir où ça va mener, tout ça. Tu es en train de remplir ton intuition tranquillement, pas vite, sans t'en rendre compte. Exactement. Puis j'observe, parce que moi, je fonctionne aussi beaucoup à partir des besoins que je perçois dans mon environnement. J'écoute mes patients, j'écoute mon entourage, puis là, j'ai des retours sur le livre aussi. Les gens me parlent de toutes sortes de choses. Fait que là, quand quelque chose revient souvent, là, je sais que là, ça, il faut adresser ça. Puis là, ça me donne une idée de projet ou... Conférence? Oui, ça, c'est quelque chose qui possiblement va se développer un peu plus. J'ai eu quelques offres depuis la sortie du livre, mais rien de très gros. Mais tu sais, tranquillement, tu sais, je laisse aller les choses. Mais il faut dire aussi que ton travail te prend beaucoup de temps, là, de temps et d'énergie. Tu sais, puis même juste au niveau des études, tu m'expliquais, tu as fait écoute, je savais même pas, j'ai même pas réalisé l'amplitude du travail que tu as dû faire. Tu as fait ta médecine à l'Université Laval. Oui, j'ai fait ma résidence en psychiatrie à l'Université de Montréal. Puis ensuite, je me suis surspécialisée auprès des enfants et des adolescents. C'est combien d'années, ça? C'est à peu près 11 ans, oui. C'est énorme, là. Tu sais, quand on compare, mettons, le passage, mettons, du primaire jusqu'à l'université, on calcule, somme toute, autour de 17 ans. Fait que tu as fait un 11 ans supplémentaire. Fait que, tu sais, quand tu dis que tu pratiques depuis 10 ans, oui, mais tu as dû pratiquer bien avant, là, je veux dire. Oui. En fait, je suis au contact des patients, on pourrait dire, depuis ma résidence. Puis ça, c'est 2007. Fait que... J'ai quelque chose qu'on ne s'est pas parlé après entrevue, puis c'est juste par curiosité que je te pose ça, parce que ça vient de me popper en arrière de la tête. Quand tu as commencé à pratiquer, quand tu parles de résidence, tu as eu du mentorat. Tu as eu du mentorat pendant combien de temps? En fait, les études de médecine, les études de médecine durent 5 ans, puis les 2 dernières années, on est ce qu'on appelle externe. Donc là, on est supervisé, on a du mentorat. Puis ensuite, il y a la résidence qui dure, pour ma part, 5 ans. Donc pendant 7 années. T'sais, on ajoute les 2 ans d'externat, les 5 ans de résidence, ça fait 7 années de mentorat. Est-ce que tu continues encore aujourd'hui à avoir du mentorat? Pas formellement, sauf que c'est super... les réseaux de collègues, on est toujours en train de se superviser un petit peu entre nous. Quand on a des cas plus complexes, quoi que ce soit, on a Vous validez? Oui, vraiment, vraiment. C'est super important pour moi là, de continuer de grandir dans tout ça. Puis autant, moi, je vais servir à écouter une collègue qui me parle d'un patient puis lui donner des idées et vice-versa. Donc, c'est un peu par les pairs entre nous. Je te partage ça parce qu'en même temps, c'est un petit peu de l'envie que j'ai parce que dans mon parcours scolaire, là, quand j'ai terminé mon bac en enseignement préscolaire primaire, c'était ça mon bac au point de départ. De l'accompagnement, j'ai eu pendant 4 stages, oui. C'était périodique. Mais après, là, il est arrivé que le programme de mentorat du centre de service scolaire, c'est déjà un beau pas de l'avant, mais on en manque tellement de mentorat. On dit on a besoin d'être accompagné parce que, justement, côté émotion, recevoir des différences de certains jeunes, apprendre à gérer ça, à gérer l'émotion du jeune en question, apprendre à gérer son émotion, c'est déjà une chose. Puis on dirait qu'on est... Non, on dirait pas.
on est laissé à nous-mêmes. Fort heureusement, les enseignants les plus débrouillards vont aller chercher de l'aide. Ils vont recevoir. Les enseignants, c'est des personnes qui sont hyper généreux de leur temps parce qu'ils sont dans le service. Fait que quand ils voient un enseignant souffrir, pour ce qui est de mon cas, on le fait. On aide l'enseignant, mais il devrait y avoir ça chez nous, un service plus optimal d'accompagnement, de suivi de parallèle, dans le sens nécessairement être avec tout le temps, mais d'une idée de parallèle, d'avoir comme une personne qui est mandatée, dégagée pour faire ce travail-là. J'imagine que quand tu es suivi quand tu as suivi ton parcours, est-ce que le professionnel qui t'a accompagné était dégagé de certaines responsabilités ou il en faisait autant? Je suis juste curieux. Il en faisait pas mal autant. Ah oui, oh mon Dieu. Oui, okay. C'est en plus. Mais c'est des gens tellement dévoués. Là, c'est un vrai privilège là, dans mon parcours d'avoir été accompagné par des mentors comme ça. Là. Mais ils font leur tâche de psychiatre, de pédopsychiatre. Mais en plus, ils ont des résidents et des externes. Puis c'est pour ça que, pour moi, c'est super, super important de redonner au suivant. Fait que dans mon milieu, quand je peux accueillir des résidents... Tu fais ça à ton tour? Oui, je le fais à mon tour avec un grand, grand plaisir. Parce que j'ai tellement reçu que faut que je redonne un peu, là. Wow! Oui, mais c'est sûr que, tu sais, quand je reçois un résident, c'est plus de travail pour moi. Ah oui! Parce que j'enseigne en plus de faire mon travail. Tu décortiques, tu es en train de décortiquer d'expliquer en même temps que ce que tu fais, là? C'est plus fatigant au niveau demande d'énergie, mais c'est tellement nourrissant, là, parce que c'est le fun de voir les résidents arriver puis d'avoir leur perspective. T'sais, ils sont comme tout nouveaux, puis ils amènent des points, des fois, auxquels j'ai jamais réfléchi. Ils regardent ça d'un angle avec la nouveauté, dans le fond, là, puis ils m'amènent sur des fois, ils me font perdre pied un petit peu. Je fais comme, ben oui, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est comme ça? Puis là, je cherche la réponse, puis ça me pousse à aller plus loin. Puis la science évolue aussi? Oui, beaucoup. Tu apprends avec des nouvelles techniques, des nouvelles interventions aussi, j'imagine, en recevant ces jeunes-là en question? Oui, puis ça m'amène à réviser la littérature sur plein de choses. Puis non, c'est des belles occasions là, d'apprendre autant pour eux que pour moi, là. Hey, Amélie, on pourrait aller tellement loin puis tellement longtemps. On a déjà 1h30 derrière la cravate, plus les 40 quelques minutes qu'on est en train de passer ensemble. J'ai des questions en rafale. Oui. Je te les pose. Si tu réponds par une phrase, c'est beau. Si ça t'amène ailleurs, comme j'ai déjà dit dans mes plusieurs autres épisodes, ben j'ai une planche de surf puis je vais suivre ta vague. Ça marche? C'est bon. Ma première question, c'est pour toi, Amélie Veilleux, l'éducation, c'est? Un cadeau. OK. Peux-tu en parler un peu plus? Mais je pense que... Comment je pourrais dire? J'ai vraiment répondu spontané, le premier mot qui est venu dans ma tête. C'est intéressant. C'est la première fois qu'on me dit le mot cadeau. Oui, mais pour moi, c'est un cadeau parce que quand on a l'éducation, quand on a le savoir, moi, je répète ça souvent à mes enfants, tu sais, apprendre, savoir des choses, c'est un cadeau parce que tu te construis comme une base de données dans ton cerveau. Okay. Puis après ça, quand tu rencontres des défis, ben, tu as plus d'éléments pour créer une solution. Wow! Et pour moi, toute éducation, c'est vraiment un cadeau d'avoir la chance de recevoir ça puis de construire notre petite banque de données qui va nous servir toute notre vie, là, si on veut. Là. C'est drôle parce que sans entrer dans les détails, tu me mentionnais l'accompagnement que tu donnes à ton fils puis qui fait « Si je souhaite, OK, parce que je vais vraiment dans le côté empathie puis je vais mettre le jugement en arrière sans juger parent, mais je souhaite donc qu'on se mette davantage à s'intéresser à son enfant puis qu'on aille chercher de l'aide d'un psychiatre ou d'un psychologue si on n'est pas capable de le reconnaître qu'on n'est pas optimal. Là, je suis pas optimal puis je pense que mon jeune, il va écoper parce que moi, pour ma part, quand je regarde, mettons, je reviens dans mon passé de jeune, je regardais mes parents. Mes parents, c'était des chaînes, là. Fait que c'est important pour un jeune le regard qu'il y a sur le parent. C'est une grosse responsabilité aussi d'être parent, de dire, regarde, je deviens à mon tour un chêne, là. Fait que même s'il n'est pas parfait, le chêne, là, mais en tout cas, j'ai ce souhait-là que ceux qui écoutent le balado, qui se rendent compte que, finalement, je suis peut-être pas si présent que ça. Peut-être que est-ce que l'idée d'un psychologue, ça serait une bonne issue, madame? Oui, psychologue ou tout intervenant. Tu sais, maintenant, il y a des travailleurs sociaux qui sont formés pour accompagner les parents. Des psychothérapeutes. En fait, l'important, c'est d'avoir une bonne connexion avec la personne, puis que la personne ait une certaine notion
pour accompagner. Puis des fois, même juste parler à nos propres parents ou à quelqu'un en qui on a confiance, ça peut aider aussi là, à nous supporter dans notre rôle de parent parce que c'est un rôle qui nous amène dans des positions de vulnérabilité très souvent. Hein, c'est ce qui nous enseigne beaucoup en même temps, qu'il y a plein de beaux côtés, mais je pense qu'il faut s'accueillir aussi dans ces défis-là qu'on peut rencontrer parce que c'est normal. Tellement. Tu sais, on se parlait tantôt, je te parlais de mon fils qui s'est passé, même après... il est rendu adulte, puis il se passe des affaires qu'il faut l'accompagner, il faut gérer ça. Je voulais savoir en même temps, pour toi, Amélie Veilleux, c'est quoi ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite? Ton plus grand succès? Je pense que c'est mes 2 beaux garçons. Là. Je peux pas... J'essayais de trouver une autre réponse, mais c'est celle-là qui venait, qui est un peu cliché, mais qui est... C'est pas cliché. Qui est vraie, là. C'est la première chose à laquelle que je pense quand on dit le mot succès, là. Oui. Puis ton plus grand apprentissage? Mon plus grand apprentissage, c'est d'être douce envers moi-même. Oui. Vas-y donc, explique. Ça, c'est à travers la pleine conscience que j'ai appris ça, mais j'ai été longtemps dans un mode un peu... c'est drôle, moi, j'ai pas été militaire, là, comme toi, j'ai pas un passé militaire, mais j'avais une pensée militaire, tu sais, comme... Go, 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 puis tu sais... Action-réaction, cause-effet. Puis tu sais, des études de médecine, veux pas, c'est difficile, tu as des gardes, tu dors pas beaucoup, tu travailles le jour, tu étudies le soir, tu n'as pas vraiment de place pour pas beaucoup de place pour la vie sociale et le autre. Donc, tu es un peu dans un couloir, tu sais, pendant ces 11 années-là de militaire, là, tu sais, parce que... grosse discipline. Exactement. Puis, quand j'ai terminé mes études, je me suis rendu compte que, tu sais, c'était plus nécessaire, là, d'être dans... cette discipline-là, mais que ça continuait dans ma tête. Je continuais d'être très exigeante envers moi-même. Puis quand j'ai commencé à apprendre la méditation, puis à écouter mon discours intérieur, puis à me rendre compte à quel point, je me parlais pas bien des fois, là, puis j'étais rough avec moi-même, puis je manquais de compassion. Puis c'est mon plus bel apprentissage là, des dernières années, puis je pense que c'est un des plus grands apprentissages. Là. J'ai pas fini, là, je suis pas arrivée, mais j'ai perçu quelque chose, puis là, j'ai des outils pour changer tout ça. Hey, t'es-tu en train de me dire que ta clé là-dedans, c'était ta glande thyroïde? Ben, c'est cet épisode-là qui a un peu propulsé, catalysé tous ces apprentissages-là, si on veut. Là. Ça se peut-tu que la glande thyroïde t'ait envoyé un message? Je sais pas où tu t'en vas avec ta réflexion. Non, mais je suis curieuse. C'est parce que, tu sais, moi, on a un lien tous les deux par la glande thyroïde. Oui. OK? Puis, moi, j'ai appris que la glande thyroïde, c'est une glande moteur, dans le fond, qui génère toutes les choses aussi. Puis, c'est un petit peu l'âme qui est par la glande thyroïde, dans le fond. Fait que toutes les émotions génèrent par les glandes thyroïdes, ça régularise tout ça. Est-ce que... Là, je suis vraiment loin, là. Je te dis, Amélie, je suis vraiment loin, mais est-ce que le fait de... ta glande thyroïde, elle dit « Wow, reviens avec tes émotions. » Maintenant que tu as appris ça, là, elle s'est rendue compte de ça, puis il y a eu un choc. C'est peut-être ça que... Écoute, ça se peut. Je ne l'ai jamais regardé sous cet angle-là, mais c'est sûr que le corps, l'esprit, c'est super connecté. Là. Tout a un lien, nos pensées, ce qui se passe de plus en plus, même la recherche va démontrer ça. Fait que c'est un point... c'est cool que je parle de ça à un médecin. Mais je voulais savoir maintenant, mon autre question, c'était quand tu étais à la petite école, ta matière préférée, c'était quoi? Et ça, c'est difficile parce que j'aimais tout. T'aimais l'école? J'aimais tout. J'aimais apprendre. OK. Fait que... Oui, je me rappelle pas. Si j'ai détesté une matière, c'était plus peut-être la façon dont c'était enseigné que j'aimais pas que la matière en tant que telle. Ouais. Intéressant. Oui. Maintenant, ma dernière question, c'est quand ça va chercher mon côté cancre à moi, là, du cancre pédagogue, là, mais quand tu étais jeune à l'école, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une élève cancre, c'est-à-dire une mauvaise élève ou une élève paresseuse, ou encore on t'a considéré comme une aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? J'irais plus vers l'aigle, mais moi, j'étais la petite fille modèle un peu, là, puis ça m'a valu d'être intimidée dans mon parcours scolaire, là, de réussir, puis de pas faire de vagues, puis tu sais... oui, j'ai vécu ça... Tu as vécu l'intimidation? Oui, autour de la 3e année là, du primaire. Là, ouais. Ah oui? Oui.
beaucoup. C'est épisodique ou ça s'est duré longtemps? Ça a duré pas mal toute la 3e année du primaire, donc c'est quand même assez longtemps et assez marquant pour un enfant, mais j'ai eu la chance d'avoir un directeur d'école vraiment exceptionnel qui a fait une intervention magnifique, qui a tout réglé pour le reste de mon primaire. Okay. Ça, c'est la chance que tu as eue? Oui. Merci. Mais c'est ça, j'étais pas une cancre, mais j'étais plus vers l'aigle, mais en même temps, j'étais pas la populaire de la classe, là, tu sais. J'étais la petite fille tranquille qui performait bien, là. J'ai oublié une question. Oui. Puis c'est par ta réponse qui m'a fait réaliser que j'ai oublié la question. Y a-t-il une personne qui a un impact positif dans ta vie que tu aimerais parler? Mon Dieu, il y en a tellement eu. Mais je pense qu'une personne importante pour moi, puis d'ailleurs, c'est à lui que j'ai dédicacé mon livre, c'est mon papa, qui est décédé en 2010, donc ça fait quand même un moment. Mais mon papa, il a eu des défis personnels dans sa vie assez importants, mais il a toujours, malgré tout, malgré ses défis, ses difficultés, il a toujours cru en moi, puis il a toujours cru que j'étais capable et que j'allais y arriver. Puis ça, juste malgré tous les défauts qu'il a pu avoir, puis les bêtises qu'il a pu faire comme parent, c'est ce qui m'est resté. Fait que ça a été une personne importante pour ça, là. C'est un super bel hommage à ton père. Oui, ça. Oui. Alors, je l'ai lu dans la dédicace, j'ai trouvé ça beau. Oui. Amélie, merci beaucoup pour ce temps. On a passé plus qu'1 heure ensemble. Si on veut, mettons, connaître davantage sur toi, c'est quoi le chemin que tu proposes? Sans nécessairement aller à ton bureau, là. Oui. Le chemin il est compliqué pour se rendre à mon bureau. C'est ça. En fait, juste la lecture du livre, là, je parle beaucoup de mon parcours, puis je propose tous les outils, en fait, dont je parle dans mon bureau aussi à ce moment-là. C'est pas mal l'endroit où, si on veut me connaître à travers le livre, on a une belle petite fenêtre sur qui je suis. Site web, réseaux sociaux? Non, les médecins, on est assez discrets sur ces plateformes-là pour plein de raisons. Oui, je comprends. OK. Amélie, merci beaucoup de ton temps. On profite, dans le fond, de la période estivale parce qu'on a plus de temps pour en profiter. J'en ai profité pleinement. Je suis vraiment chanceux. Ça ne m'a rien coûté, pratiquement. Puis, merci beaucoup pour ton partage. Bien, merci beaucoup, Frédéric, pour la belle invitation. Ce fut un très agréable premier podcast pour moi. Puis, je te dirais que j'ai sûrement retiré autant de cette conversation-là que toi.